Alors, effectivement, ce dernier point sera sur la fiscalité des cryptos actifs, des actifs numériques, des crypto-monnaies, peu importe le terme, on a tous compris de quoi on parlait, mais on va quand même le préciser. Je vais principalement parler de la fiscalité des particuliers. Alors, excusez-moi, Maître Lorimi, on ne vous entend plus. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les particuliers. Ce sera aussi moins compliqué à écouter, je pense, même si ce n'est pas un sujet facile en cette fin de semaine. Donc, l'idée, ce sera de rappeler brièvement l'historique de la fiscalité des cryptos pour les particuliers, de présenter le régime qui est actuellement en vigueur et les nouvelles questions qui se posent depuis l'entrée en vigueur de ce régime, notamment au regard de la fiscalité des NFT, leur qualification juridique, et la fiscalité des revenus passifs qui est une grosse problématique aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement pour ceux qui sont sur Zoom dans le chat. Comme ça, je pourrais rebondir et ce sera un peu plus interactif. Ou sinon, on pourra aussi traiter des questions à la fin. Donc, la fiscalité s'est intéressée assez tôt aux cryptos et on voit que l'intérêt de la loi fiscale pour les cryptos a un peu suivi la hausse des cours. C'est assez drôle de comparer un graphique du cours du Bitcoin avec les différentes étapes de l'histoire de la fiscalité. Dans sa doctrine administrative. Excusez-moi, Maître Lorimi, Oui. on a des petits problèmes de connexion. Ça coupe de votre côté, je pense, de temps en temps. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Du coup, a priori, j'ai une connexion qui ne devrait pas être trop mal. Ah. Ça coupe beaucoup ou... De notre côté, c'était coupé totalement, mais il semblerait qu'en ligne, ça marche bien. Ça doit venir de la fac. Ok. C'est plus cohérent, je pense. Je vous laisse continuer. C'est une blague pour la fac. Du coup, 2014, premier intérêt du droit fiscal pour le Bitcoin, l'administration se positionne en publiant une doctrine qui distingue deux cas, les gains réalisés par des particuliers et déjà à l'époque le cas des traders qui seraient qualifiés de professionnels, des traders de crypto professionnels, les premiers relevant des bénéfices non commerciaux et les seconds des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'était une position un peu particulière. Les gens étaient déjà, enfin, ceux qui s'intéressaient au sujet étaient déjà sceptiques à l'époque parce que ce n'était pas très cohérent d'imposer une plus-value réalisée par un particulier en bénéfices non commerciaux, qui est certes la catégorie balai, mais qui doit s'effacer lorsqu'on a une catégorie plus spécifique. Et en l'occurrence, il existait une catégorie plus spécifique qui est également balai, mais qui est balai dans le cas de plus-value, qui est la catégorie des plus-values sur biens meubles, qui était prévu à l'article 150 UA du Code général des impôts. Et c'est la raison pour laquelle certains contribuables ont décidé de faire un recours pour excès de pouvoir contre cette doctrine qui prévoyait l'imposition en BNC pour faire valoir l'imposition en tant que plus-value sur le bien meuble. Donc, le recours est allé devant le Conseil d'État et les contribuables ont gagné en ce qui concerne ce point. Le Conseil d'État a reconnu que le Bitcoin, et on peut élargir sa position à toutes les cryptos, constitue des biens meubles, puisque en droit, on a deux catégories de biens, soit immeubles, soit meubles. À défaut de constituer des biens immeubles, ces biens constituent des biens meubles.
et a surtout reconnu que le régime des plus-values sur biens meubles n'était pas réservé aux meubles corporels, et donc a décidé d'appliquer ce régime aux cryptos qui constituent des biens meubles incorporels. Donc, le texte, effectivement, ne prévoyait pas de critères tenant au caractère corporel du bien, mais était quand même créé pour des biens corporels. Donc, ça a créé quand même beaucoup de difficultés dans l'application du régime. Ce n'était pas du tout un régime adapté à des biens liquides qui s'échangent facilement. Notamment, le régime prévoyait l'obligation de déclarer les cessions de biens en question, donc là, en l'occurrence de crypto, dans le mois qui suivait la cession, ce qui était compliqué quand on faisait beaucoup d'échanges. On n'avait pas de neutralisation des échanges entre cryptos, donc des gens qui faisaient un échange d'une crypto contre une autre, de l'Ether contre du Bitcoin, devaient déclarer une session de crypto dans le mois qui suivait la session et avaient potentiellement de l'impôt, devaient calculer la plus-value et avaient potentiellement de l'impôt alors même qu'elle ne percevait pas de prix en euros. Donc, c'était compliqué à gérer de ce côté-là. Et à l'inverse, il y avait aussi un aspect plus préjudiciable pour les finances publiques, puisque ce régime était fait est toujours fait d'ailleurs pour s'appliquer à des biens meubles corporels qui sont assez peu susceptibles de générer d'importantes plus-values. Ça peut être par exemple la vente, je ne sais pas, d'un beau meuble au sein d'un appartement sur lequel on va faire peut-être une petite plus-value. Et donc, ce régime prévoyait une exonération des cessions inférieures à 5 000 euros, justement pour ne pas tenir compte de ce type de transactions qui paraissent un peu insignifiantes et assez difficiles à renouveler. Donc, ça a créé quand même un appel d'air pour les contribuables qui, en 2018, ont fait beaucoup de cessions inférieures à 5 000 euros pour bénéficier de l'exonération de la plus-value. Donc, ce n'était pas tellement tenable. La décision datait de mai 2018 et puisque ce n'était pas tenable, dès décembre 2018, le législateur a réfléchi à un nouveau régime plus adapté aux cryptos. C'est surtout le gouvernement qui a créé le régime. Ça a très peu été discuté au Parlement. Mais un nouveau régime a été adopté pour résoudre ces problématiques et avoir quelque chose de plus cohérent. Et c'est le régime qui s'appelle le régime des plus-values de cession d'actifs numériques, qui est prévu à l'article 150 VH bis du Code général des impôts et que je vais essayer d'expliquer tout de suite. Donc, avant de rentrer dans les modalités de fonctionnement du régime, je pense qu'il est important de revenir sur son champ d'application, puisque c'est un régime qui a une portée assez circonscrite. En réalité, on a l'impression que dès qu'on détient des cryptos, quoi qu'on fasse avec, on va relever de ce régime. C'est faux. En fait, c'est un régime qui s'applique dans des situations particulières qu'on va décrire. Le régime, il s'applique principalement sous 3 conditions. Il s'applique aux cessions d'actifs numériques réalisées à titre onéreux. Donc, ça implique de déterminer ce qu'est une cession, de circonscrire à la notion de cession et de déterminer ce qu'est un actif numérique, ce qui est très important puisque on voit que cette notion d'actif numérique recouvre des réalités extrêmement différentes et les cryptos en général, donc pas celles qui relèvent de la définition, sont extrêmement variées. Et enfin, le régime s'applique seulement aux cessions réalisées par des personnes dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou plutôt, ce régime doit s'effacer lorsque on exerce une activité d'achat-vente d'actifs numériques à titre de profession habituelle, auquel cas on relève des bénéfices industriels et commerciaux jusqu'en 2023. Donc, sur la notion de cession, on n'a pas trop de difficultés. Il faut juste retenir qu'on parle de cession à titre onéreux, donc ça exclut évidemment les cessions à titre gratuit, notamment les dons. Donc, un don de crypto ne génère pas d'imposition, ne permet pas l'application de ce régime. Et il s'applique aux cessions. Je dis bien cession parce que ça peut paraître simple, mais il y a pas mal de gens qui perçoivent par exemple une rémunération en crypto ou alors perçoivent des revenus passifs, mais on y reviendra plus tard.
Là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une cession, donc le régime n'a rien à faire dans ce contexte. Il peut s'appliquer plus tard au moment de la vente des cryptos reçus en paiement, mais en tout cas, au moment où on reçoit des cryptos en paiement, le régime n'est pas du tout pertinent. C'est vraiment un régime qui s'applique qu'aux cessions et donc qui vient taxer seulement une plus-value ou constater une moins-value. Donc ça, c'est pour le premier point, la notion de cession. Le deuxième point, c'est la notion d'actif numérique. Donc, la notion d'actif numérique, elle est définie dans le Code monétaire et financier. À la base, elle était dans le CGI et elle a été déplacée ensuite. Et elle est définie en deux branches. En fait, on considère qu'il y a deux catégories d'actifs numériques. Les jetons, premièrement, et deuxièmement, les monnaies virtuelles, on va dire. Les jetons, en fait, le législateur voulait viser les tokens émis dans le cadre d'ICO à l'époque, puisque jusqu'en 2017, c'était quelque chose de très courant. Ça a pas mal ralenti ensuite pour reprendre un peu ces derniers temps. Mais en tout cas, à l'époque, c'était très courant. Et donc, l'idée, c'était de viser des jetons émis par des projets, en fait, des sociétés, pour permettre le financement d'un projet donné et qui servait à obtenir des accès dans le projet. Donc ça, c'est le premier point. Le critère discriminant pour être qualifié de jeton, c'est le fait de représenter un droit. Et c'est le critère super important. On y reviendra quand on va parler des NFT, mais c'est très important de retenir qu'un jeton, c'est une représentation numérique d'un droit. Quel droit? On en reparlera plus tard. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des monnaies virtuelles. Donc là, la catégorie est relativement large. Elle prévoit notamment 5 conditions. Et parmi ces conditions, on a le fait que peut être qualifiée de monnaie virtuelle une représentation numérique de valeur qui n'a pas le statut juridique d'une monnaie, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie en cours légal et qui est acceptée par les parties en tant que moyen d'échange. Donc, ces trois critères de la définition sont aussi importants. Ça permet de circonscrire en fait le champ des actifs qui relèvent de ce régime. Aujourd'hui, il y a pas mal de discussions sur la qualification juridique du Bitcoin, puisque, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Salvador et la République centrafricaine ont déclaré le Bitcoin comme monnaie en cours légal. Et donc, certains praticiens s'interrogent sur le fait de savoir si le Bitcoin est toujours un actif numérique au sens de la loi française, puisque, comme je vous l'ai dit, la définition prévoit qu'un actif numérique, c'est un actif qui n'a pas le statut juridique d'une monnaie. Donc, il y a des débats sur ce point. Mon sentiment, c'est que le Bitcoin est toujours un actif numérique en droit français, tout simplement parce que le Bitcoin n'a pas le statut juridique d'une monnaie en droit interne. La seule monnaie en droit interne, c'est l'euro, c'est prévu par le Code monétaire et financier. Donc, il n'y a aucune raison de se référer au droit salvadorien pour une qualification en fait en droit interne. Donc, à mon avis, le Bitcoin est toujours une monnaie, un actif numérique. Mais ça illustre en fait la difficulté de qualifier les actifs numériques et surtout la rédaction un peu maladroite de la définition qui n'est pas très claire puisqu'elle a été rédigée à un moment où il y avait très très peu de recul sur ce qu'étaient en fait les cryptos. Donc ça, c'est pour ces deux premières conditions d'application du régime, le fait d'être une cession à titre onéreux et le fait de céder un actif numérique. Et la troisième qui pose aussi quelques difficultés, c'est la détermination du caractère professionnel ou non professionnel de l'activité en fait, d'achat-vente d'actifs numériques. Puisque, comme je l'ai dit, dans le premier cas, on sera sur ce régime qui est un régime d'imposition forfaitaire, donc plutôt avantageux. Et dans le second, on sera sous un régime d'imposition de bénéfices professionnels, les bénéfices industriels et commerciaux, en sachant qu'à partir de 2023, ce sera les bénéfices non commerciaux qui s'appliqueront. Et dans le cadre de l'imposition des bénéfices professionnels, on a des obligations en termes de comptabilité qui sont beaucoup plus importantes. On a, lorsqu'on n'a pas constitué de structure, une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales. Donc, on est tout de suite sur des taux qui sont plus importants et qui sont propres à ceux qui s'appliquent à une activité professionnelle.
Sur ce point, il y a eu beaucoup de débats. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair. Traditionnellement, on considère qu'une activité est réalisée à titre de profession habituelle, notamment lorsqu'elle présente un caractère habituel. Et le critère d'habitude s'apprécie de manière générale au regard de la fréquence des transactions et du montant des opérations. Donc typiquement, quelqu'un qui vend, un particulier qui vend sa voiture, une voiture dans l'année, ne va pas être qualifié de professionnel de la vente de voitures. En revanche, un particulier qui en vend 4 dans l'année va être considéré comme un professionnel de la vente de voitures et va être imposé comme un professionnel. Là, les critères du montant des transactions et de la fréquence sont assez pertinents parce qu'on est sur des biens qui sont peu liquides, qui impliquent quand même des travaux, la recherche d'un acquéreur. Ce n'est pas des biens qui peuvent se céder facilement et donc ces critères sont pertinents. Mais dans le cadre d'une activité de trading, dans le cadre d'un investissement ou d'un placement financier sur des actifs qui peuvent changer très facilement via des plateformes en ligne où on a une grosse liquidité, on peut vendre un bitcoin à tout moment sans faire bouger le prix du bitcoin. C'est un peu différent. Se référer seulement à la fréquence des transactions et au montant des transactions, ce n'est pas forcément très pertinent puisque, comme je l'ai dit, c'est très simple et très rapide de faire une transaction. Donc, en fait, le fait d'en faire une dizaine, une centaine, voire un millier dans l'année n'est pas significatif du caractère professionnel. Et pour le montant, ce n'est pas non plus très pertinent puisque on voit bien que les cours des cryptos sont assez volatiles. Sur une dizaine d'années, on a quand même une augmentation de plusieurs milliers de pourcents. Et donc, quelqu'un qui aurait investi 100 euros dans le Bitcoin il y a quelques années pourrait se retrouver avec des montants très importants. Et le seul fait d'avoir une vente d'un montant important ne ferait pas de lui un professionnel de l'achat-vente. Le caractère professionnel implique une certaine participation active à l'activité. Donc, c'est pour ça que ces critères, les critères pour distinguer un pro d'un particulier, devaient plutôt être rapprochés de ceux qui ont été retenus pour les traders professionnels. Au début des années 2000, on a eu le même débat, pro ou pas pro, pour les traders d'actions. En fait, puisque à cette époque, il y a eu l'émergence d'Internet et le développement de beaucoup de plateformes boursières, de courtiers en ligne. Et un certain nombre de contribuables ont décidé d'investir plus activement leur patrimoine financier. Et certains ont fait l'objet de contrôles et ont été requalifiés en professionnels du trading parce que l'administration appliquait les critères de la fréquence et du montant des transactions. Donc, voilà, elle traitait de la même façon un trader d'actions qu'un vendeur de voitures. Donc forcément, ça a créé des situations délicates et à l'issue d'un certain nombre de contentieux, le Conseil d'État a jugé que les critères de la fréquence et du montant des transactions n'étaient pas pertinents pour les raisons que j'ai évoquées et a estimé qu'il fallait plutôt se fonder sur des critères qualitatifs et plus particulièrement a estimé que les personnes devant être imposées comme des professionnels étaient celles qui se comportaient dans des conditions analogues à celles d'un professionnel. L'idée, c'était de ne plus seulement regarder des aspects vraiment quantitatifs, mais d'aller voir en pratique comment se comportait le contribuable. Et à l'issue de plusieurs décisions d'espèces, certains indices se sont dégagés et on voit que pour distinguer celui qui se comporte comme un professionnel de celui qui ne se comporte pas comme un professionnel, on tient compte de plusieurs éléments, notamment des outils à disposition de la personne. Certaines personnes ont été requalifiées comme pro parce qu'elles travaillaient dans des sociétés d'investissement et avaient à disposition des moyens très sophistiqués pour l'activité de trading qu'elles utilisaient pour faire fructifier leur patrimoine personnel. Donc, le premier critère des outils, des informations est assez important. On va regarder aussi le niveau de sophistication de l'activité. Quelqu'un qui passe des ordres simples d'achat et de vente ne va pas nécessairement être qualifié de professionnel, alors que quelqu'un qui fait des ventes à découvert avec des effets de levier ou alors qui a recours à des instruments de couverture pour
pour protéger certaines positions, lui aura plus de risques d'être qualifié de professionnel, puisqu'on considère que ce sont des outils qui sont plus difficilement accessibles et moins bien maîtrisés par un particulier. Et enfin, on va quand même regarder des critères quantitatifs. On va toujours tenir compte du volume des transactions, de la durée des positions. Le fait de faire du day trading, d'acheter et de vendre dans la même journée est par exemple significatif. Mais ces critères suffiront plus à eux seuls pour qualifier quelqu'un de pro ou de particulier. Et donc, tous ces critères qui ont été dégagés par la jurisprudence, puis légalisés ensuite à l'article 92 du CGI, ont été repris en ce qui concerne en fait, le trading d'actifs numériques. La loi de finances pour 2022 en fait, a décidé de les inscrire au même article 92 et en visant très spécifiquement les actifs numériques. Donc aujourd'hui, on est sur des critères qui sont alignés, ce qui est assez logique puisque trader des actions ou des actifs numériques, finalement, pour le contribuable, c'est à peu près la même démarche d'un point de vue économique. Donc, voilà pour ces 3 points. Le régime des plus-values sur actifs numériques que je vais expliquer s'applique aux cessions à titre onéreux, premier point, d'actifs numériques, deuxième point, et réalisé à titre non professionnel, troisième point. Pour les autres, on n'est pas dans le cadre de ce régime. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade ou si je continue et Karl. On n'a pas de questions en présentiel pour le moment. Okay. Parfait. Alors, je continue. Du coup, une fois qu'on est dans le cadre de cet article, on va avoir un régime qui présente plusieurs spécificités. La première et la plus notable, puisque c'est à mon avis, une singularité française, c'est l'exonération des échanges entre cryptos. Aujourd'hui, en application du régime, on n'a plus d'imposition tant qu'on reste en crypto. Donc, le fait d'échanger un Bitcoin contre de l'Ether, qui générait avant de l'impôt, n'en génère plus. En fait, on n'en tient pas compte d'un point de vue fiscal. Ça, c'est un point très important puisque c'était quand même une demande. Après, on va voir que ça pose quand même des petites difficultés de mise en œuvre en pratique. On a de l'imposition en application de ce régime qu'au moment où on va faire une cession d'actifs numériques contre autre chose qu'un actif numérique. D'où l'importance de la définition d'actifs numériques et on verra que ça a des conséquences importantes pour les NFT. Quand on fait ce type de cession imposable, donc une cession d'actifs numériques contre autre chose qu'un actif numérique, on est tenu de déclarer la plus-value ou la moins-value réalisée sur la cession. Et l'impôt est ensuite annualisé. Le taux forfaitaire de 30%, qui comprend 12,8% d'impôt et 17,2% de prélèvements sociaux, s'applique sur la plus-value globale annuelle, c'est-à-dire la somme de toutes les plus-values et de toutes les moins-values réalisées au cours d'une même année. Pour calculer la plus-value ou la moins-value sur chaque opération, on a des modalités de calcul qui sont un peu originales aussi et qui tiennent au fait que les échanges entre cryptos sont neutralisés fiscalement. Il faut en fait se fonder sur la plus-value globale du portefeuille. On ne va pas faire ce qu'on fait pour des actions, par exemple. On ne va pas prendre le prix de vente de la crypto en question et diminuer le prix d'achat pour calculer la plus-value sur une opération donnée. On va regarder en fait le prix d'achat de la totalité du portefeuille. On va regarder la valeur globale de tout le portefeuille au moment de la cession, ce qui va nous permettre de déterminer un pourcentage de plus-value latente sur le portefeuille qu'on va rapporter au montant de la cession. Donc, autrement dit, si j'ai un portefeuille qui présente une plus-value latente de 40% et que je cède 1 000 € de crypto, j'aurai 40% de ces 1 000 €, soit 400 €, qui constitueront une plus-value imposable. Donc, c'est assez complexe à mettre en œuvre puisque la valeur globale du portefeuille, c'est une notion qui
qui inclut toutes les cryptos détenues par les contribuables. Et donc, parfois, quand on a des cryptos sur un certain nombre de supports différents, par exemple une plateforme d'échange, 2, 3, 4, 5 plateformes d'échange, on a aussi des cryptos sur des wallets personnels, un Ledger par exemple ou un MetaMask, et ben, ça prend quand même un moment d'aller tout valoriser. Après, c'est des réflexes à prendre, mais c'est pas voilà, l'entrée en vigueur de ce régime a causé beaucoup de maux de tête en fait pour les détenteurs de crypto. C'est pas quelque chose de simple à mettre en œuvre. En revanche, c'est vrai que ça présente l'intérêt de ne pas avoir à se préoccuper de la fiscalité tant qu'on est dans le cadre d'échanges entre cryptos, alors que dans tous les autres pays, quasiment, on doit faire un reporting extrêmement précis de ces opérations et on peut générer de l'impôt avant même d'avoir récupéré des euros pour le payer. Donc, pour être un peu critique, enfin, il y a quelques points qui peuvent être relevés sur ce régime et qui sont un peu des effets pervers. Il y a aussi des points positifs. Bon, c'est ce que j'ai cité sur la neutralisation des trades crypto-crypto, qui arrange autant le contribuable que l'administration fiscale, puisque sans ça, elle aurait été obligée d'avoir des outils en fait pour contrôler l'impôt. Et pour l'instant, ces outils ne sont pas encore développés. Il aurait fallu des outils pour pouvoir vérifier des transactions directement sur les blockchains, puisqu'il est possible de faire des échanges entre cryptos de manière décentralisée. Et ce n'était pas, voilà, c'était pas cohérent avec les moyens dont dispose actuellement l'administration. Mais en revanche, comme je vous le disais, cette méthode de calcul du portefeuille rend les choses extrêmement complexes. D'une part, ça implique de valoriser tout le portefeuille et on peut quand même trouver que la déclaration est particulièrement large par rapport à l'impôt et à l'opération qui est imposée, puisque la moindre transaction, en fait, la moindre cession d'actifs numériques en euros impose de déclarer tout son patrimoine en actifs numériques. En fait, à ma connaissance, c'est la seule déclaration de revenus qui implique de déclarer en réalité tout un patrimoine. Si vous cédez 100 euros de Bitcoin et que vous avez un patrimoine de 2 millions d'euros de crypto, vous êtes obligé, pour pouvoir déterminer l'assiette d'imposition de cette cession, vous êtes obligé de déclarer que vous avez 2 millions d'euros de patrimoine en crypto. Donc, on est presque sur une déclaration de patrimoine pour l'imposition d'un revenu qui est totalement décorrélé de la valeur de ce patrimoine. Ça, c'est le premier point un peu dérangeant, mais bon, disons que la vie privée n'est pas une préoccupation principale quand il s'agit de déclarer ses impôts. Et le deuxième point, un peu plus complexe et qui va devoir poser problème en fait à l'avenir, c'est que ces modalités, ce régime en fait rend impossible la mise en place d'un système déclaratif qui reposerait sur les intermédiaires. J'explique rapidement où je veux en venir. La fiscalité des cryptos, c'est complexe, mais il y a plein d'autres régimes complexes, notamment la fiscalité financière, qui est également assez complexe. Mais en matière financière, la fiscalité repose en grande partie sur les intermédiaires. Les intermédiaires sont généralement soumis à des obligations de retenue à la source et aussi à des obligations d'information du contribuable, puisque ces intermédiaires doivent délivrer chaque année un imprimé fiscal unique qui récapitule toutes les opérations susceptibles de générer une imposition et qui doit informer le contribuable sur les modalités déclaratives de ces opérations. Les informations sont généralement reportées automatiquement sur la déclaration. Donc, en réalité, le contribuable, en matière financière, il n'a pas grand-chose à faire. Quand on perçoit des intérêts sur un PEL, par exemple, l'impôt et les prélèvements sociaux sont directement prélevés par l'intermédiaire. Ils sont directement versés au fisc par l'intermédiaire et ils sont directement reportés sur la déclaration de manière automatique. Il suffit juste de vérifier les chiffres et de valider. En principe, si on suit la logique, on devrait se diriger vers
pour leurs utilisateurs. Puisque quand vous êtes un utilisateur d'une plateforme, vous pouvez très bien avoir une plateforme, mais vous pouvez en avoir deux, trois, quatre. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi avoir des cryptos stockés sur vos wallets personnels. Donc, vous pouvez avoir des cryptos à plein d'endroits différents. Et le régime fiscal, enfin, le régime des plus-values crypto implique, pour déterminer la plus-value, de connaître exactement toute la composition du patrimoine de l'utilisateur. Or, l'intermédiaire, la plateforme, n'a aucun moyen de vérifier l'ensemble des cryptos détenus par le contribuable. Donc, ça va être un point qui va bloquer. Peut-être que ce sera un point qui conduira un jour le législateur à revenir sur ces modalités de calcul de l'imposition pour pouvoir permettre aux contribuables de se reposer sur les intermédiaires pour leur déclaration. Donc, ça me permet d'en venir aux aspects déclaratifs. Donc, comme j'ai dit, chaque année, il faut déclarer l'ensemble de ces cessions d'actifs numériques contre autre chose que des actifs numériques, faire ces petits calculs de plus-value qui sont assez complexes, et on est imposé à 30% là-dessus. En plus de cette déclaration des cessions, la loi prévoit une autre déclaration qui est celle des comptes d'actifs numériques ouverts auprès de plateformes domiciliées hors de France et qui est inspirée, voire totalement copier-coller de l'obligation de déclaration des comptes bancaires à l'étranger. L'idée, c'est tout simplement de permettre d'offrir une source d'information un peu plus précise pour l'administration fiscale et pour l'exercice de son contrôle. Ce qu'il faut déclarer, c'est chaque année l'ensemble des comptes qu'on détient sur une plateforme d'échange ou sur n'importe quelle plateforme qui détient pour notre compte des cryptos. Donc, ça exclut les wallets personnels, puisque dans ce cadre-là, on détient nous-mêmes les cryptos, mais ça inclut tous les services qui détiendraient des cryptos pour le compte du contribuable. Donc, voilà pour la présentation du régime d'imposition des particuliers. Je vais maintenant parler des difficultés que suscite ce régime au regard de nouvelles pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour ça, Maître Lorimi, vous avez une question sur le chat de Enzo qui vous demande pourquoi les pays pauvres semblent plus intéressés par le Bitcoin. Alors, c'est pas pour des raisons de fiscalité a priori, mais l'idée du Bitcoin, c'est de servir de moyen d'échange, en fait, de moyen d'échange avec des caractéristiques qui sont assez inédites. Le fait d'être nativement et exclusivement numérique et le fait d'être contrôlé par aucun intermédiaire centralisé. Personne n'a véritablement de pouvoir sur le protocole informatique qu'est Bitcoin et donc sur les unités de compte que sont les Bitcoins. Ça a beaucoup d'intérêt quand on a besoin d'un moyen d'échange qui n'est pas contrôlé par un tiers. Aujourd'hui, l'essentiel des échanges internationaux sont faits en dollars, donc ça peut avoir un intérêt quand on a besoin de faire des transactions donc sans passer par le dollar et sans relever en fait de l'extraterritorialité américaine. Et ça peut avoir un intérêt quand on n'a pas les moyens d'un point de vue national de garantir la stabilité d'une monnaie propre. Ça, ces considérations, ce n'est pas tellement des considérations de pays riches. En France, on a l'euro, on n'a pas tellement de raisons d'aller utiliser le Bitcoin comme une monnaie. Enfin, on peut avoir des raisons, mais vraiment très, très ciblées. Ça va être par exemple faire une transaction internationale en essayant de limiter les frais, avoir un peu plus d'immédiateté. Mais globalement, le système monétaire dans les pays riches fonctionne plutôt correctement. Ce n'est pas le cas dans les pays qu'on peut qualifier de moins développés, où on a des difficultés en termes de stabilité financière et où on a parfois plus de défiance envers voilà, certaines puissances comme les États-Unis. C'est pour ça que le Salvador a pris cette décision et que la République centrafricaine l'a prise aussi. La République centrafricaine, c'était plus une question aussi d'indépendance par rapport au franc CFA. Et voilà, généralement, c'est pour des raisons d'indépendance
ou de stabilité. Alors, on peut se dire, effectivement, le Bitcoin, ce n'est pas quelque chose de stable. En fait, le cours du Bitcoin n'est pas stable, mais la masse de Bitcoin émis est stable. Et voilà, c'est ça qui présente un intérêt pour ces pays, à mon avis, quoi. Mais bon, je ne suis pas le plus grand spécialiste là-dessus, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc, on a vu que voilà, il y a pas mal de choses qui avaient été clarifiées en matière de fiscalité des plus-values sur actifs numériques réalisés par des particuliers. Mais entre l'entrée en vigueur du régime et aujourd'hui, et même avant même l'entrée en vigueur du régime, on avait déjà de nouvelles problématiques. Le temps de la loi étant beaucoup plus long que celui de la technologie, on a plein de nouveaux usages qui sont nés et que n'a pas anticipé la loi, évidemment. Le premier aspect qui pose beaucoup de difficultés aujourd'hui, c'est la fiscalité de tous les revenus passifs perçus en actifs numériques. Vous avez peut-être entendu parler de la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est voilà, des protocoles informatiques qui tentent de répliquer des mécanismes financiers traditionnels et principalement des opérations d'emprunt et de crédit. Il est possible aujourd'hui, de manière décentralisée, d'aller prêter des actifs numériques à des inconnus et de percevoir en contrepartie des intérêts, donc de manière totalement passive. Il est aussi possible d'aller fournir des actifs numériques à un protocole pour permettre la validation des transactions sur ce protocole et de percevoir en contrepartie un revenu en actifs numériques. On peut aussi fournir de la liquidité à un échange décentralisé pour faire en sorte que des parties puissent acheter ou vendre certains actifs numériques. Et en contrepartie, on peut aussi percevoir des frais de transaction et donc, une nouvelle fois, un revenu passif. La question qui se pose pour ces revenus, c'est quand les fiscaliser et comment. Puisque, on l'a vu, le régime précédent s'applique aux cessions d'actifs numériques. Dans le cadre de la perception d'un revenu passif, on ne fait pas une cession. On perçoit un revenu qui est certes en actif numérique, mais qui a de la valeur et qui est disponible immédiatement, puisque fiscalement, on considère qu'un revenu est disponible quand il ne tient qu'au contribuable de le retirer et d'en jouir personnellement. Donc, la logique voudrait, pour tous ces revenus passifs, qu'on ait une fiscalité dès l'année de réception des cryptos reçus en paiement d'un revenu passif. Donc, imaginons que je prête des cryptos et que je perçoive un intérêt en Ether en 2021. Je devrais, en théorie, valoriser mon Ether à la date de réception et déclarer un revenu en euros à hauteur de cette valeur de l'Ether à la date de réception. La catégorie ensuite d'imposition va dépendre de la nature de ce revenu. Si c'est un intérêt, il est probable que ce revenu relève de la catégorie des revenus de créance qui fait l'objet d'une imposition à 30%. La difficulté, c'est que du coup, on perçoit un revenu, mais en crypto, on n'a pas encore de liquidité pour payer l'impôt. Et surtout, la deuxième difficulté, c'est qu'il faut articuler ce régime avec le premier qu'on a présenté, le régime des cessions, puisqu'on va avoir deux temps d'imposition, l'année de réception de la crypto et l'année de cession. Donc, ça crée quand même pas mal de difficultés. Là, l'administration ne s'est jamais positionnée sur ce point. Les textes, à mon sens, sont plutôt clairs. On est plus sur des difficultés d'ordre pratique. Donc, j'imagine que l'administration va se positionner un jour ou l'autre en la matière. Et le deuxième grand point qui a occupé pas mal de gens en 2021 et qui continue à les occuper en 2022, c'est la question des NFT qui, à la différence des actifs numériques, des cryptos classiques, présentent un caractère non fongible. Donc, le fait que ces jetons présentent un caractère non fongible et pas en soi quelque chose de particulièrement significatif d'un point de vue fiscal, c'est plutôt indifférent. Mais du coup, techniquement, ça permet de nouveaux usages. On a vu se développer pas mal de projets qui
dans le milieu, par exemple, du jeu vidéo, puisque le caractère non fongible de ces jetons permet en fait de lier le jeton à des biens qui sont purement numériques. C'est des technologies qui se développent aussi beaucoup dans le monde de l'art. Ça se développe aussi dans le monde du sport. On voit Sorare qui émet des cartes de footballeurs avec un support NFT. L'idée derrière tous les projets, c'est que le NFT va servir de certificat de propriété en fait, et de preuve de la propriété d'un objet purement numérique, d'un fichier numérique. Avant les NFT, un fichier numérique pouvait être copié-collé à l'infini. Aujourd'hui, le fichier peut toujours être copié-collé à l'infini, mais on peut prouver de manière immuable la personne qui est le propriétaire légitime de ce fichier numérique. Donc, ceux qui voudront le copier-coller pourront le faire, mais n'auront pas la preuve qui sont les véritables propriétaires de ce fichier. Le problème des NFT, il vient principalement de leur qualification juridique. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas raisonner que, que d'un point de vue fiscal, puisque la définition d'actif numérique, elle a évidemment un impact en matière fiscale, puisqu'elle conditionne l'applicabilité ou non du régime des plus-values de cession, mais elle a aussi un gros impact en matière de réglementation financière, puisqu'elle conditionne la régulation ou non des services qui sont fournis. Si une société fournit des services sur actifs numériques, donc en utilisant des actifs numériques, il est probable qu'elles doivent s'enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers en tant que prestataire de services sur actifs numériques, qu'elles soient assujetties à la lutte contre le blanchiment et qu'elles supportent tout un tas d'obligations que vous avez peut-être déjà entendues précédemment, puisqu'il y avait une intervention là-dessus, il me semble. Donc, on ne peut pas raisonner que d'un point de vue fiscal. Il faut raisonner de manière globale et il faut avoir une approche pragmatique, à mon avis. Si on se compte sur les textes, les arguments qui sont en présence sont les suivants. Ne représentent pas des droits qui sont en fait tout simplement un bien à part entière et donc qu'on n'a pas, qui ne représente pas un droit tiers en fait au NFT. On est dans le cadre d'un droit réel et pas un droit personnel qu'on pourrait revendiquer auprès d'une personne tierce. Donc, pour voilà, cette deuxième catégorie de personnes, la qualification de jeton ne peut pas s'appliquer. Et s'agissant de la qualification de monnaie virtuelle, puisque la monnaie virtuelle prévoit comme critère le fait d'être accepté comme moyen d'échange, certains soutiennent que les NFT étant fongibles, ils ne peuvent pas constituer un moyen d'échange et donc ils ne peuvent pas être qualifiés de monnaie virtuelle. Donc, il y a quand même pas mal de débats sur voilà, cette qualification au regard de ces deux critères, la représentation d'un droit et le fait de constituer ou non un moyen d'échange. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que, à mon avis, ce n'est pas pertinent de parler des NFT de manière générale. Voilà, la seule réalité commune que recouvre le terme de NFT, c'est un standard technique en réalité, ce n'est pas du tout un usage. Et donc, malheureusement, on ne peut pas se contenter de parler des NFT de manière globale. Il faut creuser, il faut aller un peu plus loin et il faut regarder les caractéristiques réelles du NFT, les droits associés au NFT, ce qu'il représente, à quoi il sert pour pouvoir le qualifier de la manière la plus pertinente possible. En tout cas, on a deux hypothèses. Soit le NFT est un actif numérique, auquel cas c'est relativement simple d'un point de vue fiscal, puisqu'on applique le régime des plus-values de cession d'actifs numériques que j'ai expliqué tout à l'heure. La spécificité, c'est qu'on va avoir des difficultés de valorisation beaucoup plus importantes, puisque le régime
qui est une difficulté euh, qui est assez simple à lever, quoi. Enfin, on trouve des solutions généralement. Si le NFT n'est pas qualifié d'actif numérique, il faut trouver une catégorie d'imposition. Certains soutiennent qu'on peut appliquer le régime des objets d'art ou des objets de collection. À titre personnel, ça me semble assez compliqué puisque ce sont des régimes qui sont quand même empreints d'un qui est la catégorie des plus-values sur bien meuble, avec l'obligation de déclarer les cessions dans le mois qui suit, une exonération des cessions inférieures à 5 000 euros, des abattements pour durée de détention, des choses qui ne sont pas nécessairement très pertinentes. Et surtout, la grosse difficulté, c'est que si on considère que le NFT n'est plus un actif numérique, chaque échange actif numérique NFT va constituer un fait générateur d'imposition des actifs numériques qui sont utilisés pour l'achat du NFT. Et aujourd'hui, 99% des NFT sont achetés en crypto, principalement en Ether, puisque la grande majorité des NFT sont sur la blockchain Ethereum. Et donc, ce serait vraiment l'effet très, très indésirable de l'exclusion des NFT de la qualification d'actifs numériques, puisque chaque achat d'un NFT en Ether serait considéré comme une cession imposable d'Ether, ce qui impliquerait de déclarer une plus-value sur actifs numériques à chaque achat de NFT. Voilà pour les avec des nouveaux usages en permanence. Donc, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Et à mon avis, on n'a pas fini de parler de fiscalité des cryptos. Excusez-moi, Maître Lorimi, on a été coupé. On a des gros problèmes de connexion là, à la fac. Alors, on a un participant au séminaire qui voudrait vous poser une question. Alors, bonjour. Bonjour. Aux yeux de la loi, aujourd'hui, il n'y a aucun article qui définit exactement ce que c'est un NFT, c'est bien ça? Aucun article qui définit ce qu'est un NFT, effectivement. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, à mon avis. D'accord, donc du coup, dans le futur, il y aurait peut-être un éclaircissement sur ce que c'est. Donc, alors, je vais te présenter, je ne suis pas gros sous, j'ai présenté les sujets de blockchain et crypto-monnaie hier matin à la fac. Et du coup, voilà, je suis en train de monter aussi en parler une entreprise qui va vendre des NFT justement, qu'on a basée en France. Et donc du coup, donc je fais déjà accompagné par un avocat qui gère tout ça, mais du coup, on va vendre des NFT qui vont être du coup achetés en crypto-monnaie. Donc, on sera sujeté donc, à une taxe qui sera en lien du coup, au chiffre d'affaires, mais du coup, ce ne sera pas une plus-value, ce sera un chiffre d'affaires qui sera effectué du coup en crypto-monnaie. Du coup, à l'instant T, on n'aura pas de problème de. Ça a coupé en partie. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment vous n'entendiez plus? À partir du début. Ça a coupé quand vous avez terminé de dire que vous étiez en train de monter une entreprise qui va vendre des NFT. Exactement. Donc, du coup, voilà, les NFT vont être achetés en crypto-monnaie. Donc, on va faire un chiffre d'affaires du coup en crypto-monnaie dans un premier temps. Donc, du coup, on aura une première taxe sur le chiffre d'affaires, il me semble, et rien, étant donné que ce n'est pas une plus-value, mais du coup un chiffre d'affaires, qui soit du coup une taxe supplémentaire en lien avec les crypto-monnaies. En fait, effectivement, dans le cadre de la vente de NFT,
on n'est pas dans une logique de plus-value, hein, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un achat puis d'une vente. Si la vente est faite par une société, hein, ce qui est à mon avis indispensable, on va effectivement avoir deux temps dans la position. Le premier temps, ça va être la réalisation d'un produit imposable. Et le deuxième temps, ça va être la réalisation d'une plus-value ou d'une moins-value au moment de la cession des cryptos qui ont servi à payer le NFT. Donc, qui ne sera pas qualifié fiscalement de plus-value ou de moins-value, qui sera en réalité un produit ou une charge pour l'impôt sur les sociétés. Mais dans un premier temps, vous allez devoir en fait valoriser en euros l'ensemble des Ethers reçus en paiement en contrepartie des NFT vendus. Et cette valeur en euros va constituer le produit imposable, mais va constituer également en quelque sorte le prix d'acquisition des Ethers. Et lorsque les Ethers vont être vendus, quelle que soit la contrepartie, puisque à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de neutralisation des échanges entre cryptos, quand les Ethers vont être vendus, que ce soit en stablecoin ou en euros, il faudra calculer à ce moment-là la différence de valeur entre l'Ether au moment de sa vente et l'Ether au moment de son acquisition. Et si cette différence est positive, elle viendra augmenter les produits imposables. Si elle est négative, elle constituera une charge de l'exercice. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non. Ou en distanciel? On a une question de Diane sur le chat. Bonjour, qu'en est-il des NFT certificats de propriété? Je ne sais pas exactement ce que vous visez, mais à mon avis, en fait, tous les NFT sont assimilables à une sorte de certificat de propriété, puisque la seule valeur du NFT, c'est de prouver, si ce n'est la propriété, au moins la possession d'un fichier numérique. Alors là, ça va être des notions plutôt de droit civil pour déterminer si c'est une preuve suffisante pour déterminer la valeur probante de ce type d'instrument. Mais la fonction de tous les NFT, c'est de créer un pont entre une personne juridique et un fichier numérique. Donc, on est, à mon avis, dans le cadre de certificat de propriété, en quelque sorte, pour tous les NFT. Et c'est pour ça que la détermination du régime fiscal applicable et de la bonne qualification, à mon avis, implique de s'intéresser à avoir un peu plus de granularité quand on parle de NFT. Elle exclut la possibilité de parler des NFT comme un tout unique et homogène, puisqu'on n'est pas du tout dans le même usage, on ne va pas du tout avoir la même logique économique quand on a un NFT qui va représenter la possession d'un fichier numérique réalisé par un artiste, que quand on est dans le cadre d'un NFT qui va représenter, je ne sais pas, un bien sur une chaîne logistique pour suivre sa position dans la chaîne. Il y a des NFT qui sont utilisés pour des fins vraiment purement logistiques. On n'est pas non plus dans la même situation quand on a un NFT qui représente, je ne sais pas, une tenue dans Fortnite, par exemple. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'acheter une œuvre d'art. Donc, à mon avis, voilà, la détermination d'une bonne qualification juridique, la détermination d'un bon régime et d'une bonne définition implique de creuser, d'aller regarder les différentes catégories de NFT, les différentes catégories de droits qui peuvent être représentées par ces NFT.